Alors on se retrouve pour cette deuxième partie de journée avec notre continuation avec les conférences. Désolé de ce petit contretemps. On démarre donc avec le pendant belge de notre chaîne nationale. Il s'agit de la RTBF, ou plus précisément Radio-Télévision Belge Francophone. Et pour nous parler de la stratégie transversale de la RTBF, nous accueillons Aurélie Berkmans, responsable recherche et développement média global, c'est juste? C'est juste. Et Sophie Berk, manager web création et transmédia. À vous la parole. C'est bien ça. Bonjour. Tout d'abord, une petite introduction pour vous dire qu'on va présenter un dispositif donc, global RTBF. Donc, on représente ici quantité d'équipes qui ont pu travailler sur différents projets. Et une autre chose également, c'est qu'on va vous parler de web, de réseaux sociaux, de télévision et de radio. Quand on parlera de télévision et de radio, c'est parce qu'il y a un lien pour nous, soit direct, soit indirect avec le web. On va tout d'abord commencer par la stratégie réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que la RTBF est donc en Belgique. On a plus de 1 300 000 fans sur l'ensemble de nos pages Facebook, ce qui est un très beau chiffre. On en est très heureux grâce au département réseaux sociaux. Et à titre indicatif, donc en Belgique, on est 4,2 millions de Belges francophones. Si on regarde ça par rapport à la France, où ils sont 66,6 millions d'habitants, eh bien, à titre indicatif, on est supérieur en termes de likes sur l'ensemble de nos pages Facebook à celui de France Télévisions. Donc ça donne juste l'ampleur de notre présence sur les réseaux sociaux. Donc les forces, il y en a 3 parmi d'autres qu'on voudrait mettre en avant là aujourd'hui, c'est que de 1, on a été actif dès le début. Donc pour Twitter, c'est 2007, et donc avec l'émission Questions à la Une. Et pour Facebook, notre stratégie a débuté fin 2009. Donc ça, c'est une des premières forces. La deuxième, c'est que la RTBF a opté pour des pages individuelles. Donc on a néanmoins des pages globales comme RTBF TV, mais après ça, chaque émission, que ce soit une émission radio, que ce soit une émission télé, ou un projet web, on a voulu créer une page Facebook individuelle pour ces projets-là, dans la mesure, et on arrive là à la troisième force, c'est que ça permet plus de réactivité. C'est qu'on estime que les personnes qui parlent de leur émission en connaissent un rayon supplémentaire et vont pouvoir donc réagir directement. Il n'y a pas un intermédiaire qui va devoir se renseigner auprès d'une émission en disant « Tiens, il y a telle question qui a été posée, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça ?» Et ça permet donc une réactivité, une instantanéité qui est une force pour cette stratégie. Et donc, là, on met en avant donc, un exemple, une émission de cuisine qui s'appelle Anga un chef, et qui a donc réussi à rassembler une communauté de plus de 31 000 fans en l'espace de quasi 1 an. Donc voilà, par exemple, des illustrations de nos pages Facebook pour RTBF Interactive, et la télé, et la radio. Alors Aurélie parlait de réactivité, et bien sûr quand on parle de réactivité et de transversalité, on ne peut ne pas faire de web création. Donc on vient de créer un département, une cellule dédiée à la web création au sein de RTBF Interactive. Alors pour vous donner un peu le contexte, RTBF Interactive existe à la RTBF depuis environ 6 ans, et c'est une équipe qui s'occupe de gérer toute l'offre de médias interactifs de la RTBF, donc tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, applications mobiles, TV interactive, console de jeux, donc tout ce qui englobe les nouveaux médias en général. Et donc je suis très heureuse de pouvoir vous parler de cette nouvelle cellule aujourd'hui, puisqu'elle est toute neuve. Elle s'est créée le 1er septembre de cette année. Je vous en parlerai un peu plus juste après. Et donc au sein de cette cellule, on développe entre autres des web-séries. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui d'une web-série qui s'appelle Typique. Pourquoi ? Parce que eh bien, c'est une web-série avec laquelle on a travaillé avec des étudiants, avec des jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui est la partie francophone du territoire en Belgique. Ça nous tenait à cœur de pouvoir travailler avec des jeunes créateurs qui ont la fibre web, qui sortent de l'école. Ça nous paraissait très, très important. Et donc voilà, ils avaient travaillé dans leur coin pour la saison 1 et puis on les avait remarqués. Je les ai d'ailleurs remarqués au festival web de La Rochelle
voilà, qui est représenté par Anne et Jean aujourd'hui. Je pense que c'était, si je ne me trompe pas, l'année passée, en 2013, oui, je pense. Et donc, de là, voilà, on a discuté, on a décidé de développer une saison 2 et de produire entièrement cette saison 2 avec d'autres moyens, évidemment, que ce qu'ils avaient fait pour la saison 1. Donc, web-série sur les Belges, réalisée donc par des Belges, par des étudiants. Et typique, en fait, c'est l'histoire de Max, un étudiant, et de sa bande de potes qui vit toute une série d'aventures. Et je vous en passerai un petit extrait par la suite. Alors, notre objectif pour ce projet, c'était vraiment d'engager une nouvelle communauté, parce que vous savez que la RTBF, service public, la cible au départ de la RTBF n'est pas du tout branchée sur les jeunes. On avait envie d'aller rechercher ce nouveau public et de lui faire vivre des expériences la plus interactive possible, évidemment, sur Internet. Et donc, le but était vraiment d'engager une nouvelle communauté. Alors pour la saison 2, on est plutôt très content puisque 77% du public a été composé de jeunes de 18 à 24 ans. On a complètement assumé la stratégie aussi multiplateforme de la web-série. Je dis web-série, mais en fait, elle s'est retrouvée un petit peu partout sur nos plateformes. Donc on a assumé de la diffuser sur YouTube parce qu'on savait que c'était là que les jeunes étaient. Bien sûr, le contenu était aussi présent sur le site de la RTBF, mais on se disait que c'était important d'assumer complètement aussi la stratégie YouTube. Et donc la série, je pense, a été vue à ce jour plus de 400 000 fois, donc en tout cas pour la saison 2. Et si on prend la saison 1 et la saison 2, on approche les 1 million, donc c'est plutôt pas mal. Alors au niveau réseaux sociaux, on voulait aussi créer une vie parallèle, puisque vous savez que dans le cas des web-séries, on a souvent 10 à 15 épisodes qui sont les épisodes de base du projet. Et ce qu'on avait envie de faire, c'est vraiment de créer une vie parallèle à ça, de faire en sorte que notre public interagisse avec les personnages directement. On voulait vraiment engager ces jeunes pour qu'ils soient en interaction avec les acteurs. Ça a plutôt bien fonctionné aussi sur Facebook. Et alors, dernière chose, eh bien, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on est en train de préparer le lancement de la saison 3 qui arrivera début novembre de cette année. Donc, je vous invite à la suivre. Ça va être très sympa. Alors, au niveau média, comme je vous l'ai dit, on a essayé d'utiliser différentes plateformes. Ça rejoint un peu ce qu'Hélène de TV5 Monde expliquait ce matin, c'est qu'on est vraiment maintenant dans du produit web, mais qui est diffusé sur du multiplateforme. Donc, bien sûr, comme je vous le disais, sur la chaîne YouTube, sur le site. Elle a été diffusée en télé aussi sur la 2, à la RTBF. On était sur Twitter, sur Instagram. Instagram plutôt pour relayer cette seconde vie justement de la série avec vraiment les personnages qui vivaient entre les épisodes dans la réalité. Donc ça, c'était très intéressant. Voilà un petit peu l'univers pour vous donner une idée de ce qui se passait à la fois sur Twitter, YouTube, Facebook et sur le site. Alors, je vous propose de découvrir un petit épisode. C'est l'épisode 7, je pense, de la saison 2. Alors, je suis ton blocus, voilà le nom de l'épisode. Alors, je sais, on m'a dit, fais attention, en Suisse, blocus, je pense que le mot n'existe pas. Alors, le blocus, en fait, chez nous, en Belgique, c'est la période d'études qui précède les examens. Alors, je ne sais pas si je me trompe, je pense que blocus n'est pas connu. Donc, comme ça, vous savez, vous comprenez. Donc, c'est la période qui précède la période d'examen pour les étudiants. Donc, on va regarder un petit peu la vidéo de l'épisode. Chou, tu veux tester le MAX, y'a pas de soucis gros. Wow. Putain, t'es qui mec? Calme-toi, Max. Je suis ton blocus. Mon blocus? Mais attends, mais il est beaucoup trop tôt là, qu'est-ce que tu fais? On est début décembre. L'année passée, je suis arrivé beaucoup trop tard. Mais cette année, j'ai décidé de prendre les devants. Non, tu prends rien du tout, hein. C'est moi qui décide, hein. Ah non, mais je sors, hein, ce soir. Puis respecte un peu, je sais pas, la vie privée, quoi, merde. Tu ne pourras pas m'éviter longtemps, hein. Il faut que tu étudies, Max. Il est déjà midi. Coucou, On est dimanche on est à la bourre. et tu vas pas réussir. Mais dimanche.
Ludo, mon blocus qui arrête pas de me faire chier. Bah, c'est normal, Max, c'est la période. Ouais, mais moi, ça m'aide pas du tout, ça me stresse. Enfin, tu vois, comment tu veux bosser avec ça, là, putain? Je crois qu'il faut juste l'accepter, Max. Mais non, mais moi, je suis pas prêt! Non! Wow! Regarde, elle a failli se faire griller. Bon, allez, je te laisse bosser. Ouais. Bisous! Bisous. Ciao! Ciao. Ciao! Ciao! Bon, allez, dégage. Bisous. On s'est remis le blocus? Putain, il a l'air tendu comme un string, ton pote, là. Hein. En attendant, je connais son blocus et il va pas vivre longtemps. Tu sais, Ludo, le secret dans tout ça, c'est la motivation. Ludo, on fait une petite pause, là, non hein? On est en avance, là. Hein? Non? Tu redéposes ça. Et tu la fermes, d'accord? Du coup, t'as pas été Ça va, Max? Non, ça va pas du tout, j'arrive pas à respirer. Je fais des crises d'angoisse. Pourquoi, Max? Le blocus? Ça vous stresse pas, vous? Non, voilà. Moi, je me prends sur la dernière minute. Attends quoi, je suis le seul à la bourre? T'es pas à la bourre, ça va. Allez, C'est normal, on est à la bourre! Étudie! Ouais, Il faut que t'étudies! On est à... Mais lâche-moi, ok? Ce serait trop long, évidemment, mais comme ça vous donne un petit peu une petite idée de l'univers de Typique. T'arrives trop tôt dans mon cursus. Autre chapitre, la RTBF fait le cross-média. Et là, la première expérience dont on va vous parler, qui a débuté fin de l'année passée, qui s'appelle 1001 Belges. Donc, c'est une expérience qui se base sur le partage d'une passion, où donc des personnes qui vont proposer en fait un atelier. Par exemple, ici, c'est l'atelier longboard. Un passionné désire partager ceci avec d'autres personnes, va sur le site internet de 1001 Belges et propose donc le lieu de l'atelier et va dire voilà, cet atelier est ouvert pour autant de personnes. Alors, 1001 Belges, quelques infos supplémentaires. Donc, c'est tout d'abord et avant tout un site internet. Donc, on va proposer sa passion sur 1001belges.be. Puis, il y a également la complémentarité avec les réseaux sociaux, où là, sur Facebook, par exemple, on va retrouver des ateliers qui vont être mis en avant. On va avoir des photos backstage du tournage, parce qu'il faut savoir que, je vais en parler après de l'expérience télé, mais certains ateliers sont accompagnés de nos people RTBF. En radio, on a une rubrique sur Vivacité, l'une de nos chaînes radio, où on va aider des personnes à finaliser l'organisation d'un atelier. Par exemple, il manque un lieu parce que la personne habite dans un appartement trop petit, et donc là, le public va intervenir en disant « moi, je propose que ça se fasse chez moi », etc. Et donc, en télé, il y a une émission hebdomadaire où chaque fois un people est invité à partager cette passion et cet atelier, et qui est filmé et donc diffusé tous les dimanches à 20h sur la 2. Et ça a été le cas pendant 4 mois, de fin janvier jusqu'à début juin. Et alors, quelques chiffres. Donc, c'est plus de 3000 ateliers qui ont déjà été proposés depuis le lancement, donc en décembre 2013. C'est 5 pays qui ont optionné le format au dernier MIP, dont la France, la Finlande, la Norvège, le Québec et la Suède. Et en termes d'internautes, on se rend compte que 70% du public sont des femmes et qui ont donc entre 25 et 55 ans. Par contre, avant de passer à ceci, oui, voilà. Je vous propose de regarder un mood trailer de l'ensemble des ateliers qui ont été proposés cette saison-ci. Bonjour. Enchantée. Je m'attendais à quelque chose de très théorique et au final je préférais ce qu'on a fait, c'est-à-dire un moment de partage plus qu'un tableau où tu nous expliques vraiment ce qu'il faut faire. On m'a parlé de différents ateliers, notamment un atelier avion. Alors j'ai pensé à un de mes premiers amours, le plaisir d'être un oiseau.
qui n'a pas le droit C'est quoi? C'est moi qui le fais. C'est mon homme, il va rigoler très fort. C'est là que ça se passe. Moi, je voulais vous remercier d'abord pour l'atelier parce que j'ai passé un super bon moment. J'avais un peu peur avec des personnes qu'on ne connaît pas, comme ça je me dis comment est-ce que va se passer. Franchement, on peut se féliciter. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Oui. Il est super beau. Oui, je lui fais un gros câlin. Voilà, et donc une des forces du cross-média, évidemment, c'est de pouvoir installer une marque sur un temps très court de manière plus forte, parce que forcément on est visible et en télé, et en radio, et sur le web, et donc c'est vrai que c'est un avantage pour installer un nouveau projet. Deuxième projet qu'on va vous présenter en termes de cross-média, c'est Viva for Life, qui est donc à la base une initiative radio, même si elle est relayée également en télé sur le web, qui se veut une action de solidarité au profit de bébés chez nous vivant sous le seuil de pauvreté. Et donc pendant 6 jours et 6 nuits, 3 animateurs vont s'enfermer dans une cage en verre et proposer, enfin des auditeurs, soit de téléphone, soit viennent sur place, demandent à ce qu'une musique soit jouée, et en contrepartie vont faire un don pour les associations regroupées sous cette thématique. Donc, petite parenthèse, je vous avais le même projet en Suisse allemande, sur SRF 2, et s'appelle Jederrabensalz. J'espère que je le prononce bien. Donc voilà. Alors, quelques chiffres. Donc, évidemment, la RTBF est extrêmement contente des résultats. En termes d'audience, c'est 554 000 téléspectateurs rassemblés sur 22 rendez-vous d'antenne sur 6 jours. Ça se fait d'ailleurs 6 jours avant Noël. Une audience radio de 144 heures de direct sur Vivacité, avec 547 000 auditeurs quotidiens sur Vivacité. Donc on ne sait pas le mesurer sur cette semaine-là précisément. Ça ne permet pas, les audiences radio ne le permettent pas. Mais il faut aussi dire que Viva for Life n'a pas seulement été relié par Vivacité, mais également par 4 autres radios faisant aussi partie du groupe RTBF. Au niveau du web et des réseaux sociaux, c'est 600 000 pages vues pendant la semaine et 1 300 000 utilisateurs uniques sur Facebook qui ont été exposés. Et au niveau de la presse aussi, on se rend compte que c'est extrêmement positif pour la RTBF, parce que donc on a eu une centaine d'articles autour de l'opération, et c'était le 2e sujet média le plus couvert sur la période septembre-décembre. Ce qui est intéressant aussi à savoir et à ne pas perdre de vue pour nous au niveau du cross-média, c'est qu'il y a souvent un média porteur. Et il faut accepter de jouer ce jeu-là, et que les autres médias soient parfois le média numéro 2 ou le média numéro 3. Et en fonction du projet, ce média porteur change. Donc là, Viva for Life, c'est la radio. Sur 1001 Belge, c'est le web. Et puis sur notre The Voice, c'est la télé. Les autres médias sont là, n'ont pas la même... n'ont pas la même présence, néanmoins ils sont extrêmement importants. Alors, vous le savez, la transversalité, eh bien, c'est aussi le transmédia. Alors, on a à cœur évidemment de développer le transmédia aussi à la RTBF. Je vous parlais tout à l'heure de la cible jeune qu'on essaye de développer un maximum pour le moment. C'est un choix, et puis peut-être que l'année prochaine, ce sera une autre cible. Alors, on a proposé cette année, en janvier 2014, une expérience qui s'appelle What the Fake, qui était pour la première fois proposée aux ados de 13 à 18 ans. Donc, c'était vraiment une expérience interactive transmédia pour les ados. Notre but, c'était vraiment de faire en sorte que ces ados prennent la parole, qu'ils nous disent leur façon de penser, qu'ils s'expriment sur leur code de communication sur Internet, puisque vous savez que les ados quand même ont une manière très particulière de s'exprimer sur le net. Donc notre but était évidemment de casser les clichés dans les deux sens, à la fois les clichés que les ados ont par rapport aux adultes, et inversement ceux que les adultes ont par rapport aux
aux ados. Vous voyez ici quelques photos de tournage. Autre point, le challenge pour nous au départ sur cette saison 1, c'était de rendre le projet, je dirais, pédagogique, dans le sens qu'on voulait un petit peu les éduquer aux médias et à la manière dont les choses se passent sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. On voulait aussi qu'ils nous disent comment ils utilisent Internet, les réseaux sociaux. On voulait vraiment booster leur réflexion. On était dans un style plutôt à l'humour décalé. On a essayé d'être un petit peu impertinent et de faire en sorte qu'ils réagissent. Alors la difficulté pour nous, c'est vraiment un retour d'expérience que je vous fais, c'est que non seulement la RTBF au départ n'a pas du tout dans son public les adolescents de 13 à 18 ans. Donc ça, c'était la première difficulté, c'était de faire en sorte qu'ils s'intéressent aussi à nos programmes. Et puis deuxièmement, les ados sont un peu réfractaires à la base, c'est-à-dire que c'est un peu je veux dire, comme quand on est sur une piste de danse, un petit peu le phénomène de je ne serai pas le premier à aller faire un petit pas de danse. Là, c'était la même chose. Les ados en général attendent que ça réagisse pour commencer aussi à donner leurs avis. Donc ça n'a pas été facile de les faire parler, d'aller les chercher, mais on a quand même trouvé quelques filons pour le faire. Alors au niveau planning, pour vous montrer un petit peu comment ça se passait, donc il y a eu 12 semaines de diffusion de janvier à avril. Alors, le week-end, on lançait la thématique. Alors, c'est des thématiques qui allaient dans tous les sens. Ça pouvait être le harcèlement sur le web, la violence à l'école, la cyberattaque, les people sur le web, la TV-réalité. Donc, toute une série de thématiques qui pouvaient, à la base, les intéresser. Donc, on lançait ça sur les réseaux sociaux et sur notre site le week-end pour voir un petit peu comment ils allaient réagir. Le lundi et le mardi, on essayait un maximum de stimuler les réflexions avec tout un travail de community management sur le Facebook de What the Fake. Il y avait aussi un chat où ils pouvaient vraiment discuter entre eux, donc même s'il y avait vraiment un suivi, évidemment, pour ne pas que ça déborde, on faisait en sorte qu'ils discutent d'abord entre eux. Ce qui était très, très intéressant, c'est qu'on leur proposait, en fait, le mercredi, de venir sur les tournages, parce qu'on a proposé 12 webisodes durant l'expérience. On voulait que ces ados parlent, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais parlent aussi en direct sur les tournages. Donc chaque mercredi après-midi, entre 14h et 17h, on les invitait à venir donner leur avis sur la thématique. Il y avait évidemment un scénario de base, parce qu'on ne pouvait pas partir à l'aveugle, mais en plus de ce scénario de base, eh bien, on faisait en sorte d'enrichir les choses avec leur avis. Ensuite, c'était un timing assez serré, hein. Le jeudi, montage toute la journée. Le vendredi, on mettait l'épisode en ligne à la fois sur le site, visible sur les réseaux sociaux, et alors il était aussi diffusé en TV sur la 3. Et alors le week-end qui suivait, on continuait à stimuler les débats et on introduisait déjà la thématique suivante. Donc vous voyez vraiment que la mécanique, c'était un peu de la gestion de contenu en temps réel. Et c'est ça qui est important aussi dans le transmédia, c'est au-delà de l'interactivité et de la participation, c'est de faire en sorte qu'on tienne notre promesse. Et la promesse était que voilà, les réactions du public allaient être intégrées au contenu et le contenu allait évoluer en fonction aussi de ces réactions. Et ça a été chose faite avec ce planning. Je vous montre une petite slide après un petit peu indigeste, mais pour vous exprimer toute la dimension justement transmédia, interactive et participative, avec ce petit schéma qui reprend les différents médias qui ont interagi entre eux. Donc il y avait bien sûr un Facebook, un Twitter pour stimuler la réflexion. Il y avait le site rtbf.be/whatthefake où on retrouvait tous les contenus. Donc on a vraiment agrégé un maximum de contenus sur le site. Il y avait aussi le YouTube et la diffusion en télé sur la 3. On a eu aussi des émissions en radio sur Vivacité, qui est une des 5 radio de la RTBF, où on a pu aussi débattre et parler du projet. Pour le moment, il y a un documentaire TV qui est en préparation. On est en train de chercher les financements pour pouvoir le mettre en place et qui sera aussi vraiment le fruit de cette première expérience. Donc voilà, c'est un petit schéma intéressant, mais qui est plutôt parlant pour comprendre la mécanique. De nouveau, l'univers, voilà, du site, du Facebook, du Twitter et du YouTube. Alors, avant de vous montrer la vidéo, voilà, je voulais aussi vous dire qu'on a vu avec cette expérience que les ados étaient plutôt contents de ce qu'on leur avait proposé. Donc on a une communauté Facebook d'un peu plus de 3000 jeunes. On a environ 50-60 ados qui sont venus sur les tournages, qui sont revenus. Ça peut vous paraître peu, mais pour nous c'était plutôt pas mal déjà de se dire qu'il y avait plus de 50 jeunes qui avaient envie de revenir sur les tournages et d'y participer. Je vous propose de voir une petite vidéo. C'est un des webisodes sur la NEC
nomination. Vous avez certainement entendu parler de cette petite vague il y a quelques mois sur Facebook où les jeunes se lançaient des petits défis et on a recréé un épisode sur cette base-là. Voilà. Entre les clichés et le buzz, on dit quoi? Entre les rumeurs et les news, on dit quoi? Entre les hoax et le real, on dit quoi? Entre être manipulé ou se faire niquer, on dit quoi? Je viens de me faire Neck nominé 8 fois d'affilée. 8 fois d'affilée? T'avais des choses à prouver, chouchou? Je sais pas, mais maintenant c'est le repos du guerrier. Salut plutôt le boss! Il vient de réaliser la première Smart Neck Nomination. J'ai affolé 6 bières avec un SDF. Eh les gars, c'était juste pour l'empêcher de se bourrer la gueule tout seul. Un gentleman. Après la femme objet, le SDF objet, top. Bah vas-y, fais voir la vidéo. J'ai oublié de me filmer. Eh boss, ça remet les compteurs à zéro. Moi je trouve que les Neck nominations, ça devrait être beaucoup plus classe. Thank you very much. And the Neck nominees goes to Nixon Drazy. Vous faites rire avec vos Neck nominés à con, hein. On essaie d'être un peu créatif envers la société pour leur fournir un peu de plaisir et c'est comme ça qu'on nous remercie, franchement. Ah, bravo! À la société! Ah bah ouais, à faut être tout seul derrière son effort, c'est un acte de bravoure sociale. Je zappe, je prends. Il y a eu aussi des morts à vélo. Ça n'empêche pas les gens de rouler. Oh les gars, c'est super beau ici. C'est un peu chier quand même. Eh, pourquoi on se lance jamais des défis qui font du bien? Genre la Nutella nomination, la Yoga Sutra nomination, la Pipi nomination. Et pourquoi pas la Boring nomination? Pour vivre sainement de choses indispensables, l'alcool et le web qui peuvent d'ailleurs s'allier à la NEC. Je te jure, je voulais pas le faire. Et c'est le web, il m'a saoulé. Mec, c'est pas le web qui saoule, c'est l'alcool. What the fuck? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Boss, écoutez. Tu penses pas que c'est un petit peu abusé? Non. C'est pas grave. Vas-y, écoute. What the Fake. La 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 la. Voilà, donc sur ce genre d'épisode, il y a évidemment des ados qui sont là au départ et qui ont fait l'objet d'un casting. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a aussi des ados qui improvisent totalement leurs répliques une fois que le tournage a commencé. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, on est en train de préparer la saison 2 de What the Fake. On s'est rendu compte, en fait, que sur cette première saison, la dimension pédagogique les avait un petit peu saoulés, en fait. Ça leur paraissait être un petit peu fake. Et donc, on est en train de préparer une expérience qui sera plus impertinente et plus provocante encore, enfin on espère, sur des thématiques que de nouveau ils auront choisies. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu demandé à ces 50 ados qui avaient participé sur la saison 1 ce qui les intéressait vraiment, que ce soit des sujets d'actualité ou autres. Et donc on est en train de préparer le terrain sur cette base-là. Au niveau casting, nous sommes en train de chercher nos 4 nouveaux visages. On fonctionnera aussi beaucoup plus avec des micro-trottoirs, ce qui nous permettra d'aller vraiment là où les ados sont, à la sortie des écoles, dans la rue, etc. On aura une jeune présentatrice web pour prendre en charge ces micro-trottoirs. Et le but, évidemment, c'est de toucher encore plus et de plus en plus cette nouvelle cible que la RTBF essaye de mettre en avant, donc les 14-18 ans, et avec Typique que je vous présentais tout à l'heure, les 18-23 ans. Voilà pour What the Fake. Oui, c'est à toi, Aurélie. Oui. Donc, autre chapitre encore, c'est le crowdsourcing, donc cette nouvelle manière de raconter les histoires en faisant appel à la contribution du public, ce qui est aussi le cas en fait un peu de What the Fake. L'année passée, on a eu un changement de roi.
le 21 juillet. Et quand on a appris ça, on s'est dit, tiens, cette date, elle sera historique, elle sera annotée dans le livre d'histoire de nos enfants. Et c'est peut-être l'occasion de demander aux Belges ce qu'ils pensent de leur pays, ce qu'ils pensent de la royauté, ce qu'ils font ce jour-là, est-ce qu'ils font des choses ordinaires ou extraordinaires. Et donc on a lancé un appel en leur demandant qu'est-ce que vous faites le 21 juillet. Et puis on y a greffé d'autres questions clés, comme par exemple, c'est quoi la Belgique pour vous? Le roi de la journée, c'est qui? Est-ce que c'est l'ancien roi, le nouveau roi? Est-ce que c'est votre fils de 3 ans? Est-ce qu'il fête son anniversaire? Etc., etc. En termes d'organisation, on a dû travailler extrêmement vite, donc dans la mesure où ce changement de royauté a été annoncé vers le 4 juillet, quelque chose comme ça, et le temps de mettre d'autres choses en place, on a eu 10 jours de pré-prod pour lancer l'organisation de ceci, lancer la communication. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on ne savait pas si le public allait répondre positivement et en masse à cette demande. Donc, on a mis sur le terrain 11 vidéo-reporters. Donc, des jeunes qui filment et qui prennent le son, qui cadrent et qui posent des questions. Et en fait, la volonté, c'était qu'eux tendent le micro vers des personnes qui n'avaient peut-être pas la connaissance technique que pour participer à cette initiative, mais néanmoins avaient envie de le faire. Donc voilà, donc ça c'était une organisation mise en place en 10 jours. Ensuite, en termes de post-prod, on a fait ça en 20 jours. Et il faut savoir que c'est un vrai challenge technique parce qu'on reçoit des formats vraiment très divers, des qualités vidéo aussi. Et surtout, on s'est retrouvé avec plus de 48 heures de rush qui ont été donc récoltées en l'espace d'une seule journée, en l'espace de 24 heures. Et comment est-ce qu'on raconte une histoire avec un fil conducteur à travers toutes ces différentes matières qu'on a reçues. Et donc la diffusion a eu lieu le 13 septembre avec une des meilleures, la meilleure audience de l'année au niveau du documentaire dans cette case horaire-là, qui était un deuxième volet de soirée. Et on a fait 20% de part de marché. Donc voilà, on a eu la spécificité par rapport au projet que je vais vous présenter après, c'est qu'on a créé une page Facebook qui s'appelait Mon 21 juillet et qui était la boîte aux lettres pour toutes les vidéos. Donc les gens nous envoyaient les vidéos sur cette page Facebook. Et donc on a eu 800 likes en l'espace de une grosse semaine, 2 semaines. Mais donc cette page Facebook existe toujours. On l'a fait revivre à l'occasion de rediffusion. Mais créer une communauté en aussi peu de temps sur une thématique aussi spécifique, c'est pas évident. Et là, j'en parlerai après d'une autre stratégie qu'on a mis en place par rapport à un autre documentaire crowdsourcing par après. Voilà. Et là, je vais vous proposer 2 extraits. Le tout premier, c'est la vidéo d'appel au public. On leur disait, voilà, envoyez-nous vos vidéos de ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire le 21 juillet. Le 21 juillet est une journée exceptionnelle pour la Belgique. Et pour vous, ordinaire ou extraordinaire? Avec un smartphone, une caméra ou une tablette, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, envoyez-nous la vidéo de votre 21 juillet. Participez au projet de la RTBF. Vos vidéos pourront se retrouver dans un documentaire unique qui laissera une trace dans l'histoire de notre pays. Rendez-vous sur notre page Facebook, Mon 21 juillet RTBF. Donc là, on a évidemment la chance de travailler en partenariat avec nos radios, avec notre réseau sur le web, sur les réseaux sociaux, en télévision. Donc même en l'espace de quelques jours, on a quand même pu avoir une bonne visibilité. On a reçu 70 envois, ce qui n'est pas tellement. Et donc ces 70 envois, on les a mixés avec la matière qui a été filmée par nos vidéo-reporters. Je vous propose de découvrir un extrait du documentaire. Je m'appelle Nicolas, j'ai 11 ans et le bonheur de ma journée, c'est attraper un beau brochet de 5 kilos. De synchronisation. C'est pas... Peut-être essayer de le relancer, ce n'est pas Nicolas. C'est pas grave. Sinon, je vous invite à le voir sur le web. Mais tant pis, ce sera à voir sur rtbf.be/revoir. C'est un beau projet pour lequel on a eu beaucoup de feedback positif. Je parlais d'un autre projet crowdsourcing, qui s'appelle Ma Coupe du Monde.
Donc suite au feedback très positif qu'on a eu l'année précédente sur mon 21 juillet, et suite aussi à l'émulation qu'il y a eu en Belgique pour le parcours des Diables Rouges à la Coupe du Monde, notre directeur de la télévision s'est dit, mais ici, si on ne fait rien, on va passer à côté de quelque chose. Il y a une effervescence incroyable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et je propose de réitérer le documentaire participatif. Et donc là, cette fois-ci, on a eu 3 jours pour le mettre en place. Donc heureusement qu'on bénéficiait de l'expérience de l'année passée, parce que donc cette demande est parvenue le mercredi matin. Et le samedi avait lieu le match de quart de finale Belgique-Argentine. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? De nouveau, donc, on a retravaillé avec des vidéoreporters, ne sachant pas la quantité de vidéos qu'on allait recevoir. En plus de ça, une difficulté, c'est que l'idée est née une fois que le parcours des Diables Rouges avait déjà commencé. Mais par contre, la chance qu'on a eue, c'est que quelque part, avec ceci, on répondait encore plus à la demande du public, parce que beaucoup de personnes avaient spontanément filmé cette magie, cette effervescence dans les rues. Et donc, en fait, on a reçu là 300 vidéos, et beaucoup de vidéos qui dataient donc aussi d'avant notre demande de nous envoyer des vidéos. Et donc là, on a mélangé de nouveau un mix avec les images de nos vidéo-reporters et beaucoup plus d'images qu'on a reçues. J'espère que cette fois-ci, l'extrait sera synchrone. On va vérifier ça. Et voilà, c'est parti avec Lukaku De Bruyne. De Bruyne dans une position axiale donc. Compagnie. Et c'est le public belge qu'on entend. J'espère que vous entendez ça chez vous à la maison. Derrière les nombreux écrans géants. Tous prêts à vibrer. Origi, il y a moyen de le faire. On le sent, je ne sais pas. Il va se passer encore quelque chose. Kevin Miralas, il est passé. Il fait mal, Kevin. Le petit ballon retrait, c'est goal. Je le sentais. Et c'est Origi. C'est Origi. Mais c'est fabuleux. Je le sentais. Ils sont merveilleux, les Diables. Ils ont été calmes, matures, patients. Et ils font mal maintenant. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh, oh. Et c'est le banc. Je sais que la Saint-Marc, c'est le 25 avril. Mais c'est aussi aujourd'hui le 22 juin. De nouveau, le banc qui fait la différence. Miralas et Origi qui mangent cette équipe de Russie et propulsent la Belgique en 8e de finale de la Coupe du Monde. 88 minutes dans ce stade magique de Maracana. Si on vous avait dit il y a 3 mois, Origi va marquer à Maracana, mais vous auriez dit, mais il faut aller dans un hôpital psychiatrique, monsieur Benket. Mais oui, mais c'est vrai, c'est génial, c'est génial. Voilà, donc là, le réalisateur a une très bonne idée en se disant, voilà, mais on va faire encore mieux que de montrer les images qui nous ont été envoyées, mais on va aussi les identifier et marquer le nom et l'endroit d'où elles proviennent. Et donc, on a voulu mettre le public encore plus en avant à travers cette expérience-là. Et pour vous parler de la stratégie Facebook, cette fois-ci, comme on avait encore moins de temps, on s'est dit, on va se greffer à une page Facebook existante et qui fait sens, c'est-à-dire celle de RTBF Sport. Et donc là, on a pu bénéficier d'une visibilité de 54 000 personnes qui avaient déjà liké la page. Et donc là, voilà, c'est plus simple aussi de travailler autour d'une communauté existante que de devoir la créer sur un laps de temps aussi serré. Donc voilà pour l'aspect crowdsourcing. Maintenant, je vous parlais d'une initiative qu'on est en train de lancer en lien avec les séries télé. Il faut savoir que dans l'année à venir, il va y avoir plusieurs séries télé belges qui vont être diffusées sur la RTBF. Et donc là, l'envie de la RTBF est de continuer à innover, d'être proche de son public. Et on a donc pensé à un volet participatif sous 3 aspects.
Le premier étant des textos, ce qu'on appelle en Belgique des SMS. Et donc, il faut essayer de l'expliquer de manière la plus précise possible. Donc, en fait, pendant chaque diffusion d'un épisode, on va interpeller le téléspectateur sur le comportement d'un personnage. Et du coup, le téléspectateur va pouvoir, via Facebook, poser sa question à ce personnage-là. Et puis, lors du générique fin, la question du téléspectateur va apparaître sous forme de texto, avec à nouveau son nom, et cette fois-ci aussi sa photo. On aime bien le mettre en avant, et on sait que ça lui plaît également. Et on voit le comédien qui a été préfilmé en train de taper sur son smartphone et de lire des réponses. Et donc le comédien répond. Ça va être en fait un scénariste de la série qui répond en direct au public. Et donc là, je vais vous montrer une maquette parce que là, on a intégré déjà une piste de texto. Ça ressemble en fait in fine à quelque chose avec un look and feel encore très différent, mais ça donne une bonne idée. On peut lancer la vidéo. Et donc là, c'est encore assez lent. Donc c'était un premier test qui a été fait dans une maison. Donc on s'est rendu compte, par exemple, que elle est enceinte. Et donc la question du public serait, est-ce que tu préfères une fille ou un garçon? Là, elle répond. Donc on s'est rendu compte aussi qu'il fallait faire extrêmement attention parce que s'il avait une émotion qui était trop visible, c'est-à-dire si elle rigolait trop, s'il était trop embêté par la question, ça nous limitait, nous, dans le choix des questions qu'on allait pouvoir prendre par la suite. Donc ça, c'est une première chose. Puis on s'est rendu compte au niveau du rythme aussi qu'il fallait être plus rapide. Mais donc ceci, c'est vraiment une vidéo qui sert à expérimenter et à faire nos premiers essais-erreurs. Donc ça, c'est la première piste du texto. On peut arrêter la vidéo. La deuxième, c'est celle des photos. Donc on avait fort envie, toujours pour suivre cette idée de plonger le téléspectateur au cœur de la série semaine après semaine, de lui dire, voilà, à l'issue de chaque diffusion, on va lui proposer qu'il nous envoie des photos, des portraits, et une photo sera sélectionnée et apparaîtra la semaine suivante dans un endroit prévu par la production. Donc ça, c'était un point qui a été discuté en amont du tournage. Donc on a demandé à l'équipe d'Esprit de famille de prévoir des cadres en arrière-plan en suffisance, que ce soit les photos sur les frigos. Ici, on est dans la chambre dans des comédiens, et donc il y a un cadre qui est peint, que j'ai remis en vert là pour vous montrer où apparaîtrait la photo. Et donc là aussi, une autre spécificité, c'est qu'on s'est rendu compte, comme on a aussi des budgets assez réduits et qu'on ne pouvait pas sortir une bande internationale pour TV5 Monde et un prêt à diffuser pour la RTBF, donc on ne pouvait pas travailler avec des écrans verts. Donc là, je l'ai vraiment mis à titre indicatif, mais vu que si cette série d'ailleurs, elle va être proposée en France, c'est pas sûr que ce dispositif soit mis en place en France. Il fallait donc une version unique qui puisse être modulée sur le pays belge et sur les autres pays francophones. Donc ça, c'est la photo. Et la troisième initiative, elle n'aura que lieu si les deux premières suivent. Donc ça, c'est un petit peu le cherry on the cake. Donc si on sent que ça prend, ce qu'on va permettre alors, à l'issue de, par exemple, la troisième ou la quatrième, le troisième ou le quatrième épisode, on va lancer un concours et afin que un des téléspectateurs puisse apparaître carrément dans le générique du 10e épisode, c'est-à-dire le dernier de la première saison. Et donc on ira le filmer dans un endroit où il sera en train d'écrire son petit texto, et puis on verra le comédien qui est en train de lui répondre, mais il sera carrément dans le générique fin. Donc voilà, ça c'est le dispositif sur nos séries belges. Alors, je vous parlais tout à l'heure de nos deux projets branchés jeunes et ados. On travaille au sein de RTBF Interactive à développer des projets interactifs, transmédia depuis déjà quelques années. On a développé un documentaire transmédia, Le Prince Charmant, il y a 2 ans. Il y a eu Typique, il y a eu What the Fake, il y a eu d'autres essais, des web documentaires et des petites choses par-ci par-là, mais on n'avait jamais systématisé une réelle stratégie d'entreprise autour de la web création. Et suite à toutes ces expériences, eh bien, on
on a décidé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de développer une nouvelle équipe au sein de RTBF Interactive, donc, qui a débuté ce mois-ci. Pour l'instant, on est 3, donc c'est encore très limité. Donc je gère l'équipe avec 2 coordinateurs en web création qui, pour l'instant, gèrent à la fois l'opérationnel des projets et la coordination sur les réseaux sociaux. Alors, les objectifs, c'est vraiment de produire des expériences pensées pour le web au départ, même si ces expériences peuvent être évidemment déclinées sur les autres médias de la RTBF. Le but, c'est vraiment de créer du contenu web et de faire en sorte que ce contenu soit le plus interactif possible pour toucher ces nouvelles cibles qui ne connaissent pas la RTBF, ou en tout cas pour toucher une cible qui est déjà existante à la RTBF, mais qui est plus active, qui est de plus en plus connectée, on le sait. Et donc ça nous paraissait très important de fidéliser, d'engager et d'activer cette nouvelle cible. C'est vrai qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait chez France Télévisions ou chez TV5 Monde, mais en tout cas, voilà, c'est une chose qui est mise en place et c'est très bien. Comment ça va se passer? On aura une plateforme rtbf.be/webcréation qui va dans un premier temps reprendre 4 grandes thématiques. Donc, il y aura la web-série, le web documentaire, tout ce qui est transmédia. Et alors, on avait aussi envie de mettre en avant justement ces jeunes créatifs. Et donc, il y aura aussi un espace jeunes talents. Dans un premier temps, on va essayer d'aller les repérer sur YouTube et puis de les mettre en avant. Et puis, dans un deuxième temps, on va vraiment faire en sorte d'essayer de créer une sorte de YouTube Academy où ces jeunes pourraient trouver un espace de diffusion, des moyens de production au sein de la RTBF. Mais notre but, c'est vraiment de travailler avec eux de plus en plus, que ce soit ceux qui sortent de l'école ou qui bossent déjà depuis quelques années. On travaillera aussi avec des boîtes de production externes. On est dans différents modèles. Je pense qu'il faut essayer de faire de la production propre, mais on ne pourra pas faire que ça puisque je n'ai pas non plus des budgets illimités pour développer cette cellule. Donc on ira aussi dans de l'échange de contenu avec d'autres diffuseurs. On ira aussi dans de l'achat ou du préachat. Donc voilà, ça c'est les intentions de base qui sont là actuellement. Et le but évidemment, c'est de développer ça un maximum. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'être en contact, que ce soit avec les diffuseurs ou avec les créateurs de contenu. Donc s'il y a des créateurs de contenu dans la salle aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à me faire signe, puisque ça nous intéresse vraiment de pouvoir alimenter un maximum cette nouvelle plateforme donc de web création. Alors une première initiative qu'on a mise en place dans le cadre de cette cellule, c'est un premier appel à projet qui a été lancé en avril de cette année autour de la web-série. Alors, on a reçu à peu près plus de 40 projets. On a eu tous les genres confondus. Donc on avait demandé aux gens dans le cahier des charges de développer vraiment des expériences qui soient pensées pour le web. Donc comme on le dit souvent, on ne voulait pas des gens qui fassent de la télé, qui n'ont pas trouvé un espace de diffusion et qui viennent un peu sur le web dans un second temps. Donc on voulait vraiment des projets qui sont scénarisés au départ pour le web. Donc on en a reçu un peu plus de 40. Pour l'instant, on est dans la phase de sélection. Donc on va sélectionner 5 dossiers qui auront chacun une enveloppe de 10 000 € pour produire 5 pilotes. Ces 5 pilotes seront soumis au vote du public courant du mois de novembre de cette année. Toujours, le but, c'est de faire participer le public un maximum. Donc, on n'avait pas envie nous-mêmes de faire la sélection du grand gagnant, mais on a envie que ce soit le public qui le fasse. Donc voilà, ce sera un vote qui aura lieu en novembre. Sur quelle base on va désigner le gagnant? Eh bien, ce sera sur base d'une formule d'engagement Facebook. Donc, ce ne sera pas simplement aller liker la vidéo ou aller la voir le plus possible, parce que ça peut être très facilement truqué. Donc on s'est dit on va aller plus loin. Donc là ce sera vraiment basé sur cette formule d'engagement qui comprendra à la fois les commentaires, les partages et la manière dont la série arrivera, en tout cas le pilote de la série arrivera à vivre sur le site et sur les réseaux sociaux. Ensuite, après ce vote du public que je viens de vous expliquer, eh bien, il y aura un projet donc, qui sera le grand gagnant, auquel on donnera une enveloppe de 100 000 € pour créer la saison entière, la première saison de cette web-série qu'on espère la plus feuilletonnante possible, qu'on espère avoir du potentiel pour en créer une saison 2, pourquoi pas, et une saison 3, comme c'est le cas avec Typique. Donc voilà, ça c'est le premier appel à projet, avec on espère une diffusion au printemps 2015 et aussi un dispositif interactif, puisque dans la web-série, étant donné qu'on est dans du fictionnel, c'est intéressant toujours de créer des secondes vies aux épisodes de base, comme je l'expliquais tout à l'heure,
l'heure. Alors ça, c'est une première initiative. Le but, évidemment, ce sera d'en relancer chaque année autour, pourquoi pas aussi du web documentaire ou de projets plus transmédia. Donc voilà, restez aussi attentifs à ce genre d'initiative, puisque le but de cette nouvelle cellule est de faire vraiment en sorte que la web création puisse trouver un réel espace de diffusion au sein de la RTBF, et aussi dans d'autres médias si on est dans de la coproduction internationale. Donc là, j'en appelle à mes confrères de la RTS, de TV5 Monde, de France Télévisions ou d'autres. Ce sera intéressant de pouvoir travailler ensemble pour donner un maximum de visibilité à tous ces projets. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés aujourd'hui. On reste bien sûr à votre disposition. Je ne sais pas si on passe à quelques questions. Merci beaucoup, mesdames. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, on peut les applaudir. On va voir si vous avez été limpide. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Non, je n'ai pas l'impression. Alors très bien, vous avez été limpide et précise. Merci beaucoup, mesdames. Merci à tout le monde. Avec plaisir, oui. Alors je vous propose une courte pause de 10 minutes et juste après, nous parlerons de Live First en compagnie du 20 minutes. Donc 10 minutes de pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci.